Hello les gars, moi c'est Arnaud et bienvenue sur la chaîne Sortons de la Matrice. Pour ceux qui sont nouveaux, Sortons de la Matrice est une chaîne dans laquelle nous analysons l'histoire du peuple noir, la vraie qui n'est pas racontée à l'école. Nous l'analysons sous l'angle de son rapport avec les événements du présent, mais aussi nous explorons toutes les opportunités qui peuvent permettre au peuple noir de s'élever sur les plans culturels, financiers et sécuritaires. Aujourd'hui, allons à la rencontre du roi Ibrahim Djoya. Alors, qui est Ibrahim Djoya? Ibrahim Djoya est le roi des Bamoun, un peuple de l'ouest du Cameroun. Dans le XVIIe siècle, nous sommes dans la dynastie charienne. Il règne du milieu des années 1880 à 1933. Pendant que le roi Djoya est mineur, c'est sa mère Ndjabdunke qui assure la régence avec l'aide du grand serviteur Mbetnkom Ndumbo. À sa majorité en 1892, quand il est âgé de 16 ans, le roi Njoya a des problèmes avec son tuteur et il demande à ce dernier de quitter le palais. Celui-ci entre en rébellion contre le roi Njoya. Il monte une armée pour assiéger le royaume. Alors le pays connaît donc une guerre civile de 1892 à 1895. Elisabeth Ndjabdunke encourage son fils à solliciter l'aide des guerriers Peuls du Lamido de Bagno. Le sultan Djoya envoie Peka de Fuangomdam vers Umaru, le Lamido Peul de Bagno, pour pouvoir demander de l'aide militaire. Il sollicite aussi la chefferie de Bafoussam, d'où une aide lui est envoyée. Umaru de Bagno conduit lui-même sa cavalerie à Fumban. Ce renfort sauve le royaume de Djoya qui met en place un partenariat entre le royaume Bamoun et le Lamida de Bagno. Vers 1915, il crée une religion nationale inspirée par l'islam, le christianisme et les croyances traditionnelles dont les fondements sont inscrits dans le Moued Kwete. Il signifie poursuit et atteint. Dès 1920, le roi Njoya renoue avec l'islam qui connaît alors un rapide essor. Mais notons que sa mère Ndjabdunke va se convertir au christianisme et d'ailleurs elle va porter le prénom d'Élisabeth. Alors, il faut dire que le sultan Njoya reste pour son peuple le sultan par excellence dont le nom évoque l'apogée du peuple Bamoun et dont la valeur semble égaler celle des héros fondateurs de royaumes et civilisations. Dans la personne du roi Njoya d'ailleurs, nous ne découvrons pas seulement un roi puissant entouré d'une cour et d'une domesticité servile. Nous voyons un homme qui est pris dans le drame d'une épreuve sans précédent dans l'histoire du peuple Bamoun. De la prudente résistance souvent critiquée, faut pas se leurrer là-dessus, à l'abandon des structures et croyances traditionnelles. Le combat que menait le roi Njoya était le même que celui dans lequel étaient engagés d'autres souverains et d'autres régions du Cameroun et de l'Afrique. Mais Njoya n'était pas seulement un monarque, c'était aussi un gardien d'une légitimité sacrée. Aussi, dans la résistance qu'il opposa à la pénétration allemande et française, à celle du christianisme et de l'islam pendant quelque temps, il défendait à la fois un pouvoir, un territoire, des coutumes, dont certaines, parmi lesquelles l'esclavage, la pratique de l'esclavage, la polygamie, avaient déchaîné la vindicte des philanthropes européens. Le roi Ibrahim Djoya sut emmener son peuple dans les voies nouvelles sans rupture brusque avec le passé, et son souci de respecter les traditions dans l'acquisition d'une nouvelle morale et de nouvelles formes de vie démontre l'importance de ces idées pour une recherche éthique adaptée au peuple Bamoun. Alors, pour continuer, la ferveur religieuse de Njoya ne saurait faire de doute, non plus que sa volonté de renforcer son pays grâce à la religion et aux savoirs et techniques de l'Occident. C'est quelqu'un qui n'avait pas l'esprit fermé, comme vous pouvez le remarquer. C'est là l'aspect le plus important de son règne. Un chef Bamoun décidait de par sa propre initiative d'adapter certaines structures sociales, organisation de la médecine traditionnelle, réforme juridique et création d'un code civil, création d'un centre artisanal. Face à la puissance coloniale, le sultan Djoya a donné une haute idée de son intelligence et de sa sagesse. Il reste encore l'un des héros nationaux du Cameroun et l'une des figures les plus célèbres de l'histoire africaine. Le pouvoir royal.
Le roi Njoya tenait son pouvoir de la force ou du prestige. Son autorité résultera de la soumission de la population Bamoun. Le roi Umfon détiendra avant tout des pouvoirs politiques religieux et il maintiendra la paix et l'ordre social plus par la contrainte et par l'arbitrage que par son influence spirituelle. Ce roi a un pouvoir divin et sacré dont l'usurpation était inévitablement punie de mort. Il décide donc de la paix et de la guerre. Il légifère avec ou sans concours de son conseil. Toutefois, les prescriptions qu'il édicte ne doivent pas être en contradiction avec le Coran, livre saint de l'islam. Njoya n'a pas été imprégné de cette idée, n'a été imprégné de cette idée qu'après l'introduction de l'islam en pays Bamoun. Ça, on est dans les années 1897. Le sultan dirige l'exercice de la justice et fait exécuter les sanctions rendues par les assesseurs coutumiers. Il assure la protection de son royaume et il doit être le grand bienfaiteur et croit en Dieu. Il dirige les forces armées avec l'aide de ses dignitaires. Il concilie les positions en admettant que la structure traditionnelle est le seul lieu commun pour tous les Bamoun. Njoya est en outre le chef du service judiciaire devant les tribunaux coutumiers. Les juges désignés par l'administration camerounaise rendent leurs sentences sous son contrôle et sous sa présidence. Il gère le trésor public, formé de dons en nature que tout citoyen se devait d'apporter au roi périodiquement. À son tour, le roi affecte ses dons aux besoins des malheureux pour leur mise en valeur. Il distribue des terres aux membres de la tribu. Alors, nous allons nous intéresser maintenant aux œuvres du roi Njoya. Le sultan Njoya fit preuve d'une activité étonnante tant dans les domaines politiques, économiques et religieux. Il a aussi beaucoup travaillé dans les domaines de l'art, des lettres et des techniques. On lui doit en particulier l'invention d'une écriture et d'une langue bamoun, la réalisation de remarquables dessins. Oui. Il a beaucoup travaillé en peinture et en dessin. Donc, l'encouragement, il a aussi beaucoup encouragé les métiers de l'art qu'il pratiquait lui-même comme sculpteur. Il s'intéressa à la cartographie et l'architecture lui fut d'un intérêt essentiel puisqu'il n'hésita pas à transformer radicalement le palais en s'inspirant du savoir-faire allemand. Njoya entreprit des réformes. La plus profonde fut une réforme juridique qui bouleversa toutes les structures sociales du pays. Son ouverture au monde extérieur, ses contacts avec différentes cultures et civilisations, Fulbe, Haoussa, européennes et autres, lui permirent de modifier des concepts traditionnels, etc., d'envisager une forme nouvelle de relations humaines. Artisan de cette réforme, il accepta de porter lui-même la responsabilité vis-à-vis du passé et de l'avenir. L'invention par le roi Njoya de l'écriture Bamoun aux environs de 1897, 98, je veux dire, 1897-1898, est d'une nouveauté aux yeux des Bamoun. Son origine, son développement, sa valeur phonétique, son utilisation sont expliqués dans le livre 1 de Dugast et MBW Diffrey. Une première écriture était désignée par les deux premiers caractères ni que les Bamoun traduisent par reconnaît Dieu. J'espère que j'ai bien prononcé ni. Oui, que les Bamoun traduisent par reconnaît Dieu. Cette écriture a subi de nombreuses transformations. D'idéographie qu'elle était à l'origine et elle est devenue phonétique et l'étude de cette écriture d'après les spécialistes Madame Dugast par exemple montre que Njoya était un maître dans la phonétique. Ouais, elle était utilisée pour la correspondance et même des portions de la Bible avaient été traduites dans ces caractères. Ah oui. Donc, avant qu'on continue, je voudrais juste faire une petite observation à l'endroit de toutes les personnes qui pensent que parce qu'on demande aux ressortissants d'un peuple de s'intéresser à leur histoire,
Ça veut dire qu'on leur demande de s'enfermer dans le passé. Ce n'est absolument pas le cas. Vous pouvez constater avec le roi Ibrahim Joya que il utilisait son histoire, le bagage que ses aînés avaient laissé comme un moteur pour pouvoir bâtir l'avenir. Vous voyez, il s'est inspiré de la langue Bamoun qui était parlée à l'époque pour créer une langue qui, en son sens, était mieux adaptée à la transmission des savoirs, à l'élaboration et puis la transmission des savoirs Bamoun. C'est cette langue qui est appelée aujourd'hui le Shimon. Pareil en ce qui concerne ses travaux en architecture, oui, vous voyez bien que il s'est inspiré de la façon dont on faisait de l'architecture dans son peuple avant même que lui ne naisse, mais aussi il a ouvert son esprit aux influences, à ce que la rencontre avec les autres peuples lui apportait de positif. Il a ouvert son esprit, il a pris ce qui était bien chez eux. Vous voyez? C'est ça l'intérêt de s'intéresser à son histoire. C'est ça l'intérêt de s'intéresser à sa culture. Ça permet que, comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, ça fait que dans ta culture, tu prends ce qui est bien. Dans la culture des autres, tu prends ce qui est bien et puis tu peux élaborer une meilleure méthode et avoir de meilleurs produits. C'est exactement ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire que l'invention de l'écriture par le roi Njoya alla de pair avec la création d'une nouvelle langue. Jusqu'alors, les conquérants Bamoun avaient utilisé les langues de leurs vassaux. Le Shu Pachom tout d'abord, et ensuite le Shu Pamben. Njoya créa le Shu Mom, langue destinée à être utilisée par tout son peuple. Celle-ci fut employée en particulier par la cour et les notables, mais ne put se diffuser complètement en raison de l'occupation allemande, puis française à partir de 1916. Le roi Njoya rédigea plusieurs ouvrages en langue Shumon. Le plus connu concerne l'histoire de son peuple. Il s'intitule Histoires et coutumes Histoires et coutumes des Bamoun. C'est un ouvrage dont une première traduction fut réalisée en juin 1949 par le pasteur Henri Martin. Dans son introduction à l'ouvrage, le pasteur révèle que les derniers chapitres furent rédigés alors que Njoya était déjà en résidence surveillée à Yaoundé de 1931 à 1933. Il a été incarcéré à Yaoundé par le général Marchand, oui, le gouverneur français qui avait le commandement de la ville de Yaoundé à l'époque. Njoya écrivit également un livre de médecine traditionnelle. Il comporte une carte du pays Bamoun qui est une de ses plus belles réalisations graphiques. Celle-ci a l'aspect d'un grand rectangle de 96 cm x 78 cm et montre le pays Bamoun entièrement compris dans ses frontières naturelles entre le massif du Mbam et le Mvi au nord, la rivière Mbam à l'est, le Noun au sud et à l'ouest, alors qu'en réalité il revêt presque la forme d'un triangle de 120 km de hauteur et 68 km à sa petite base au nord. Malgré ses imperfections, ce travail fut une réussite et causa une grande surprise aux premiers Européens arrivés à Fumban. Image. On peut noter l'importance de l'œuvre scolaire de la mission qui ne manquait pas d'avoir un grand attrait sur Njoya. Celui-ci confia plusieurs de ses enfants à leur école installée au palais durant les premiers temps et qui comptait déjà 60 élèves. Les relations entre le pasteur Goring et le sultan amenèrent Njoya à devenir catéchiste d'ailleurs. Il s'intéressait à l'exposé de la doctrine chrétienne et les missionnaires eurent d'ailleurs quelque temps un vrai espoir d'étendre l'évangélisation à toute la population Bamoun grâce à la conversion du roi. Comme je vous ai dit, Njoya était quelqu'un avec l'esprit très ouvert. Alors, intéressons-nous un peu de plus près au palais royal Bamoun. Oui.
Nous allons faire une brève comparaison entre l'ancien palais et le nouveau palais de Njoya en évoquant en outre les maisons des chefs de ligne en pays Bamoun. Ouais. L'ancien palais que nous vous montrons en image ici, il concerne non pas le palais du roi Sangu qui fut détruit complètement en 1913 par un incendie, mais celui qui fut reconstruit par le sultan Joya à cette même date et que le peintre Ernst Wölber a réalisé en carte postale. Peintre africaniste reconnu, Ernst Wölber fut présent au Cameroun vers 1913. Il a peint 145 tableaux du Togo, dont 89 ont été retrouvés, et il a écrit un journal en janvier-mars 1914. Oui, c'est une information qui a été transmise par M. David. Certains de ces tableaux ont été reproduits sous forme de cartes postales d'ailleurs. Ouais. L'intérieur du nouveau palais était composé de plusieurs enceintes en pierre qui délimitaient des cours de plus en plus surveillés par les gardes de Njoya à mesure qu'on approchait de la personne du roi. Oui, 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 oui. Par exemple, ici, sur cette photo, vous pouvez voir que comment le sultan est à l'intérieur du palais, habillé de la manière Aoussa Peul. Ce palais est garni de galeries, du musée qui frappait les visiteurs par son originalité et son aspect un peu occidental. Derrière le palais se trouve un vaste terrain occupant le fond du vallon et permettant de mettre le roi en sûreté. La limite intérieure du corps de bâtiment, le roi y séjournait en dehors de ses heures d'audience et de sa sortie. Il y vivait avec ses femmes et ses serviteurs intimes. C'était encore dans cette zone que se trouvaient les lieux à usage religieux uniquement accessibles au monarque et à quelques membres de son entourage. Le haut et le bas, oui, oui, ouais. Le haut et le bas s'opposaient aussi en raison de leur caractère respectivement public et privé. Pour la partie supérieure, en opposition entre la droite et la gauche, une enfilade de cours partait de l'entrée centrale située sur la façade jusqu'à l'ému, permettant de séparer la partie du palais située du côté du quartier Njiyuom de droite et de celle attenant au quartier de Njinka à gauche. Chacun de ces côtés avait une vocation bien distincte. Celui de Njiyuom était occupé par les appartements abritant la société secrète Ngiri, réservée à la noblesse princière. Celui de Njinka était en partie occupé par le Nitmu et les sociétés secrètes réservées à la noblesse palatine Mbansier, la plus influente à l'époque du roi Njoya. Ah oui, oui, vous voyez que l'organisation était très, très, très méticuleuse. Ouais, ouais, c'est très exactement ça. Certaines des photographies du palais que vous voyez là ont été prises par le missionnaire allemand, le pasteur Göring. Le nouveau palais est entouré par une enceinte circulaire qui renferme cours, habitations, quelques arbres. Il serait intéressant à ce sujet d'ailleurs de comparer le palais de Fumban avec d'autres palais royaux du Cameroun. La visite du palais entre 1900 et 1924 date de la fin du règne du roi Njoya, était le parcours obligé de tout visiteur étranger en pays Bamoun. Un visiteur, pardon, un visiteur le plus souvent équipé d'un appareil photographique dont l'usage se répandait alors. D'autres Européens comme Hans von Ramsay et Rudolf Oldenburg ou Anna Rem Wourman, pour ne citer que ces noms les plus connus, connaissaient très bien le palais pour y avoir assisté à de nombreuses fêtes traditionnelles Bamoun à la cour du palais, bien sûr sous l'invitation du roi. Tout voyageur qui pénètre dans le nouveau palais constate une petite ville dans la grande. Je suis en train de dire que tout voyageur qui pénètre dans le nouveau palais constate que à l'intérieur de ce palais, on a une petite ville au milieu de la grande ville de Fumban. C'est un vrai Fumban en miniature, alors que l'ancien palais a une image à la fois ville et campagne. Il y a en tout une centaine de maisons, musées, des prisons,
Tout est enclos d'une muraille qui fait le tour de cette agglomération. Les Bamoun ont montré la continuité dans l'organisation des villages Bamoun autour de l'habitation royale, ce qui se vérifie dans les chefferies d'ailleurs aujourd'hui. D'une certaine façon, les photographies du palais prises par les Européens portent la marque de cette méconnaissance. Elles ont surtout fixé l'image des bâtiments que les collections baloises devraient notablement enrichir. Il y a des lieux privés où le sultan Joya n'était vu entouré que par ses familiers et de très rares visiteurs. Le second ensemble est l'espace public, celui où s'exerçait le pouvoir et où le roi devait se montrer. Ce sont bien sûr les lieux les plus photographiés. Alors, la fin du sultan Joya. En 1931, pendant l'occupation française, le gouverneur marchand envoie le sultan en exil à la suite de nombreux malentendus. Mais c'était en réalité, c'est parce que le roi Njoya avait déjà compris un certain nombre de choses en ce qui concerne pendant sa collaboration avec les colons allemands et français. Et il s'était rendu compte que les Français, enfin les deux puissances coloniales d'ailleurs, n'étaient pas là dans le cadre de l'amitié entre deux peuples. Non, c'était une amitié de prévarication, c'était une amitié de dupe. Ouais. Et il était de moins en moins enclin à collaborer ou à se plier aux quatre volontés du gouverneur français, puisque les Allemands étaient déjà partis, du gouverneur français marchand. Et celui-ci a donc usé de force parce qu'il savait, le gouverneur marchand, il savait que si le roi Njoya restait dans son palais au milieu de son peuple, il développerait une puissance qui allait être très 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 difficile à mater par la puissance coloniale. Donc le gouverneur marchand a décidé d'exiler de force le roi Njoya à Yaoundé. C'était plutôt triste. Le palais reste alors sous la surveillance de l'administration coloniale française, bien sûr, alors que la famille princière reste logée au palais, mais elle n'a plus aucun pouvoir. Vous voyez? Ah. Donc, à la mort du roi Njoya en 1933, parce qu'il faut dire que être coupé comme ça, au bout de presque 50 ans de règne de son peuple, être obligé de vivre loin des siens, naturellement, ça vous plonge dans de grosses dépressions. Ouais, il a connu des derniers jours très très solitaires et très très tristes. C'est pour ça qu'il ne vivra pas longtemps en exil d'ailleurs. À peine 2 ans. Donc, à la mort du roi Njoya en 1933, ses funérailles ne seront pas effectuées dans le palais comme la tradition l'exige, vous imaginez un peu l'affaire. Après plusieurs démarches d'ailleurs, son successeur, le prince Seydou Jimolu Njoya, devient sultan et s'installera au palais. Et puis il commencera des travaux de rénovation du palais dans les années 50. 1950 naturellement. On notera qu'une clinique à usage public a été construite plus tard dans l'enceinte du palais. Dans les années 80, le palais devient patrimoine mondial sous l'égide de l'UNESCO. Un vaste programme de restauration de l'ensemble des bâtiments royaux est mis en chantier et sont aujourd'hui achevés. Donc, voilà un peu l'affaire. À la mort du sultan Seydou Jimolu Njoya en 1922, son fils Ibrahim Bombo Njoya rétablit au palais la fête traditionnelle du Ngoni, qui a été supprimée en 1924 par l'administration française. Cette manifestation qui a lieu dans la cour du palais se reproduit tous les 2 ans au mois de novembre, jour de fête au palais. Le roi est entouré des reines, des princes, princesses, entre autres dignitaires. Le sultan Ibrahim Bombo Njoya, qui est là sur la photo, en gandoura blanche, assiste au spectacle comme d'habitude. Donc voilà pour l'histoire, l'histoire, l'essentiel de l'histoire du roi Ibrahim Njoya, qui
est un homme qui a brillé par son ouverture d'esprit, son sens de l'universalisme. Vous voyez, une fois de plus, les gens qui, quand on leur dit qu'il n'y a aucun peuple prospère dans ce monde qui ne s'appuie pas sur son legs historique, son legs culturel, son legs scientifique, sur tous ces legs pour pouvoir bâtir le présent et inspirer un meilleur avenir. Tous ces gens qui objectent le fait que on ne va pas s'enfermer dans l'avenir, on ne va pas se remettre dans le repli identitaire ou... Non, non. Vous voyez, le sultan Joya, en plein 18e siècle, faisait déjà preuve d'un sens de l'universalisme incroyable. Comme je vous ai toujours dit, dans notre histoire, nous avons nos propres modèles. Nous avons des gens qui nous ont montré le chemin. Vous voyez un peu l'affaire. Euh, le fait que quand il a rencontré les peuples qui venaient des puissances coloniales, Joya ne s'est pas contenté de leur faire la guerre. Il a aussi décidé d'apprendre d'eux. Parce que la vérité est que, comme je le disais plus tôt, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nos ancêtres nous ont légué beaucoup de choses. Ils nous ont légué beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Mais ces savoirs et ces connaissances-là ne sont pas parfaits. Tout comme les autres peuples aussi. Les Leucodermes, leurs ancêtres, leur ont laissé beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs. Mais ces connaissances et ces savoirs ne sont pas parfaits. C'est la raison pour laquelle les peuples, quand ils se rencontrent, sont censés échanger pour que chacun puisse apprendre et apprendre de l'autre et améliorer sa méthode dans ce qu'il fait déjà pour que les humains puissent vivre un peu plus heureux. Je pense que c'est la principale, d'ailleurs, c'est la principale leçon que nous pouvons apprendre du règne du roi Ibrahim Joya. Bon, maintenant, la chute du roi Njoya est naturellement venue du fait que, comme beaucoup de monarques dans beaucoup de peuples africains, il s'est ouvert. Il s'est ouvert. C'est vrai que les autres étaient beaucoup plus forts, mais il s'est ouvert à un moment. Il s'est peut-être un peu trop ouvert, on ne sait pas. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être qu'il s'est un peu trop ouvert à ces gens-là, ce qui fait que finalement ils ont fini par l'avoir au point de l'exiler. Vous imaginez un peu la tragédie qu'un homme comme ça a pu vivre après 50 ans de règne. Il s'est fait exiler, il n'a même pas été démis de ses fonctions par son peuple, absolument pas. Ce sont des envahisseurs qui sont venus l'exiler de force à Yaoundé. Il a vécu les dernières années de sa vie loin de son peuple, tout seul. Mais c'est terrible, c'est atroce, c'est terrible. Vous nous direz, et ça fait qu'on se pose encore la question, parce que c'est une question qu'on doit étudier. Qu'est-ce qui a fait en sorte que nos royaumes tombent face à ces gens? Votre point de vue, c'est quoi? Nous avons plusieurs pistes de solutions, plusieurs pistes de réponses. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que nous nous sommes ouverts aux étrangers. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que nous avons adopté leur culture. Il y a des gens qui pensent que c'est simplement parce que nous étions faibles. Il y a des gens qui pensent autre chose. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous espérons que cette histoire du roi Njoya vous inspirera d'autres choses que nous allons un peu plus nous intéresser à l'histoire de nos aînés et aux bagages qu'ils nous ont laissés. Aux bagages qu'ils nous ont laissés sur les plans culturels, sur les plans scientifiques, sur tous les plans humains, sur les plans sociaux, sur tous les plans et tout et tout. Donc, voilà un peu. Et nous vous disons à tout à l'heure dans les commentaires et à très bientôt. Salut, c'était Arnaud de la chaîne Sortons de la Matrice.